l'art et l'artisanat. Les membres des mondes de l'art font souvent une nette distinction entre l'art et l'artisanat. Ils reconnaissent que l'art exige un certain savoir-faire technique apparenté à celui des artisans, mais ils soulignent que l'artiste apporte autre chose à sa production, quelque chose qui tient à ses facultés créatrices et confère à chaque objet ou manifestation un caractère expressif unique. Les artisans ont des compétences qu'ils peuvent mettre au service de l'artiste. Leur travail est par définition de l'artisanat et non de l'art. Une même activité qui met en jeu les mêmes matériaux et le même savoir-faire de manière apparemment semblable peut prendre l'une ou l'autre appellation. L'histoire de chaque forme d'art comporte des phases caractéristiques de mutation. Une activité conçue et définie comme un artisanat par ses praticiens et par le public est redéfinie comme art, ou vice-versa. Dans le premier cas, les participants à un monde de l'art font des emprunts à un monde de l'artisanat, où cela l'annexe complètement. Dans le second, un monde de l'art qui a déjà une longue histoire commence à présenter quelques traits caractéristiques des mondes de l'artisanat. L'organisation change en même temps que la réputation. L'analyse des relations complexes entre l'art et l'artisanat et des mécanismes de transformation de l'un en l'autre éclaire le fonctionnement des mondes de l'art, au même titre que l'analyse comparative proposée au chapitre précédent. Dans ce chapitre-là, l'étude de pratiques artistiques hétérodoxes, indépendantes des mondes de l'art organisés, supposait une certaine immuabilité des mondes de l'art. Le présent chapitre apporte un correctif en abordant certains mécanismes de changement. Le prochain chapitre ira encore plus loin, car il portera tout entier sur la question du changement dans les mondes de l'art. Dans le langage courant, les termes art et artisanat renvoient à de vagues agrégats de traits stylistiques et organisationnels. Nous ne pouvons donc les employer avec la même rigueur que des concepts scientifiques esthétiques. Comme il sera tout de même question ici de monde de l'art et de l'artisanat, d'organisation et de style d'œuvre, il doit être bien entendu que je retiendrai chaque fois tel ou tel aspect des définitions courantes. J'évoquerai souvent des organisations qui ne sont pas loin de concrétiser les combinaisons idéales, des traits sous-entendus dans l'usage courant des termes. Et si elles restent en deçà de l'idéal, cela n'a pas beaucoup d'importance pour notre analyse. Quand l'artisanat devient de l'art, l'artisanat considéré comme une idéologie, une esthétique et une forme d'organisation du travail peut et doit rester indépendant des mondes de l'art, de leurs membres et de leur conception. Dans sa définition la plus courante, l'artisanat recouvre un ensemble de connaissances et de techniques qui peuvent être appliquées à la production d'objets utiles, des assiettes où servir les repas, des chaises où s'asseoir, des étoffes où tailler des vêtements, des robinets qui marchent et des installations électriques qui distribuent le courant. Considérée sous un angle un peu différent, la notion désigne le métier au sens d'habileté, de capacité d'exécuter utilement une tâche. Jouer de la musique sur laquelle on puisse aisément danser, préparer un repas qui donne satisfaction aux convives, arrêter un criminel avec la discrétion et l'efficacité voulue, ou nettoyer un appartement comme le souhaitent ses occupants. La notion d'utilité suppose l'existence d'une personne dont les aspirations déterminent à quoi sera utile l'objet ou l'activité en question. Ces aspirations se font jour dans un certain monde d'actions collectives qu'elles contribuent à caractériser. La préparation d'un repas qui donne satisfaction aux convives peut participer du monde de la restauration, où l'objectif est de se constituer une clientèle fidèle et de réaliser des bénéfices. Elle peut aussi participer d'un monde domestique auquel cas l'objectif est de répondre aux besoins nutritifs et aux désirs de convivialité des parents ou des amis. Dans ces deux cas, l'utilité se mesure selon les critères extérieurs au monde, qui a pu se constituer autour de l'activité considérée. Car il existe aussi un monde de la gastronomie, où goûter la bonne chair dans un certain décorum devient une fin en soi. Là, l'utilité se mesure selon des critères élaborés et adoptés par les participants à ce monde. Nous allons retrouver constamment cette distinction entre les utilités qui procèdent du monde constitué autour de l'activité considérée et celles qui se mesurent selon des critères empruntés à d'autres mondes. Nous parlerons d'utilité intrinsèque et d'utilité extrinsèque, pratique. Si l'on désigne par artisanat les connaissances et le savoir-faire qui donnent naissance à des objets et des activités utiles, cela suppose une esthétique, des critères d'évaluation de cette production, et une forme d'organisation où les critères trouvent leur origine et leur justification logique. Dans cette forme d'organisation, l'agent producteur travaille pour quelqu'un d'autre, client ou employeur, qui fixe la nature du travail et les exigences quant au résultat. Les employeurs conviennent que l'artisan possède des compétences particulières,
mais ils estiment que c'est à eux de juger le résultat. L'artisan peut connaître une façon de procéder ignorée de toutes les personnes qui ne sont pas du métier, mais il accepte de laisser le dernier mot à l'employeur. L'un et l'autre admettent d'entrée de jeu qu'il s'agira de réaliser quelque chose dont l'employeur pourra disposer à sa discrétion. Même si l'artisan travaille parfois pour lui-même, il produit toujours des objets destinés à satisfaire les besoins de quelqu'un. Si l'objet est fait pour satisfaire les besoins d'ordre pratique, sa fonction, par définition extrinsèque, devient un paramètre idéologique et esthétique important. Si l'objet n'a pas d'utilité pratique, évidente ou prévisible, ou s'il est totalement inadapté à son usage présumé, l'artisan qui l'a réalisé et qui est censé adhérer à l'idéologie de l'artisanat s'expose à de sévères critiques de ses confrères. Je donnerai quelques exemples un peu plus loin. Outre la fonction, les artisans tiennent compte d'un deuxième critère esthétique, la virtuosité. Dans la plupart des artisanats, l'habileté manuelle et la discipline mentale d'un excellent praticien ne s'acquièrent qu'au bout de nombreuses années. Un spécialiste qui maîtrise la technique peut utiliser à sa guise les matériaux de son métier. Il en fait ce qu'il veut. Il travaille vite et sûrement et accomplit sans la moindre difficulté des tâches ordinaires qui semblent difficiles, voire impossibles à des artisans moins expérimentés. Ainsi, un potier peut façonner des poteries aux parois si fines que d'autres potiers seraient incapables de leur donner une forme régulière. Ou au contraire, il peut travailler autour des quantités d'argile que d'autres seraient incapables de manipuler correctement. La virtuosité a des applications différentes selon les domaines, mais elle correspond toujours à une maîtrise exceptionnelle des techniques et des matériaux. Parfois, la virtuosité implique la maîtrise de toute une série de techniques diverses. Ce n'est plus seulement la capacité de faire les choses mieux, mais aussi la capacité de faire davantage de choses. Les artisans virtuoses sont fiers de leur savoir-faire, qui leur vaut une grande estime dans leur profession et parfois aussi à l'extérieur. Rien n'interdit de trouver beau un objet utile dont la réalisation a exigé de la virtuosité technique. Certaines traditions artisanales sécrètent un sentiment du beau qui va de pair avec des principes esthétiques et des normes de goût. Les fabricants, comme les utilisateurs, font une différence entre les meubles simplement utiles et ceux qui sont beaux de surcroît. Peu de gens s'attachent à faire ces distinctions subtiles pour les objets domestiques. Ceux qui leur accordent de l'importance, les Japonais par exemple, font de la beauté un troisième critère de jugement, avec l'utilité et la virtuosité qui interviennent constamment dans leur activité quotidienne. La beauté devient une exigence supplémentaire des connaisseurs que certains artisans s'efforcent de satisfaire. Admettre le critère de beauté, c'est prendre en compte dans l'activité artisanale une dimension caractéristique de l'art, tel qu'il est conçu couramment. Ce que suppose cette conception, c'est tout à la fois que la beauté s'incarne normalement dans la tradition d'un art donné, que les traditions et les priorités du monde de l'art lui-même sont au fondement de la valeur artistique, que l'œuvre est l'expression d'idées et de sentiments personnels, et que le travail de l'artiste est relativement libre d'influence extérieure. Pour ce qui concerne ce dernier point, la conception courante de l'art admet, implicitement, que d'autres participants au monde de l'art, mécènes, marchands, conservateurs et critiques par exemple, puissent restreindre considérablement la liberté d'expression de l'artiste. Dès lors que certains artisans acceptent le critère de beauté, l'organisation des mondes de l'artisanat devient beaucoup plus complexe et spécialisée. D'ordinaire, le partage se fait entre les artisans qui tâchent de bien faire leur travail et de gagner leur vie correctement, et les artisans d'art plus ambitieux dans leur pratique et dans leur réflexion. Les premiers respectent généralement les seconds, en qui ils voient des promoteurs des innovations et des recherches originales. Les artisans et les artisans d'art ne diffèrent pas seulement par le mode d'exercice de leur métier, mais constituent également deux groupes distincts. Tout praticien tente à s'identifier à l'un ou l'autre de ces deux groupes et à adopter ces usages de façon presque exclusive. L'artisan ordinaire n'attache qu'une importance très relative aux critères de beauté, trop occupé à satisfaire les exigences des divers clients et corps de métier. Il se contente de faire en sorte que l'eau circule bien dans les conduites qu'il a posées, que la bibliothèque qu'il a fabriquée soit solide et bien adaptée à l'espace où elle doit s'intégrer, que les repas soient servis promptement. Bien sûr, c'est à dessein que j'ai choisi mes exemples dans des métiers où l'idée de beauté entre rarement en considération, du moins au sens où on entend habituellement la beauté, quand on songe à des arts nobles comme la peinture et la sculpture. Certains artisans, potiers, tisserands, verriers ou ébénistes, pour ne citer que des exemples les plus évidents,
se considèrent comme des artisans d'art, Sina. Cette nuance a son importance dans les mondes de l'artisanat. Ainsi, l'American Craft Council se veut le porte-parole des artisans d'art américains. Autrefois est publiée une revue prestigieuse, Craft Horizons, où une grande place était accordée aux questions d'esthétique et de valeur artistique, contrairement aux revues plus techniques et professionnelles qui existent presque toujours pour presque tous les artisanats. La production artisanale, qui demande d'être reconnue comme artistique par les gardiens de l'art conventionnel, collectionneurs, conservateurs, directeurs de galeries, s'établit dans un nouveau système d'organisation qui libère partiellement l'artisan d'art des contraintes caractéristiques de la relation avec l'employeur dans l'artisanat ordinaire. Des productions remarquables de l'artisanat d'art sont exposées dans des musées et galeries au titre des arts décoratifs ou des arts appliqués. Elles remportent des récompenses pour leur beauté, contribuent à la réputation de leurs créateurs, sont reproduites et commentées dans des publications, servent d'exemple dans les cours d'initiation aux techniques artisanales et justifient même l'attribution de postes d'enseignement. Autrement dit, non seulement certaines personnes se préoccupent de faire la distinction entre objets ordinaires et beaux objets d'artisanat, mais des gratifications notables vont à ceux qui fabriquent de beaux objets tout en respectant les normes du travail artisanal. Les artisans d'art nourrissent de plus hautes ambitions que les artisans ordinaires. Ils peuvent s'adresser au même public, dépendre des mêmes institutions et recevoir les mêmes récompenses et rétributions, mais ils se sentent plus proches des représentants des beaux-arts. Ils perçoivent un lien étroit entre ce qu'ils font et ce que font les artistes, et partagent l'idéal de beauté de ces derniers, même s'ils sont conscients des limites que leur champ d'activité assigne à leur quête du beau. Les controverses peuvent certes s'exacerber quand il s'agit de définir la beauté, mais c'est bien l'un des trois principaux critères qui entre en ligne de compte dans le jugement des œuvres et dans l'orientation des activités. On pourrait proposer un scénario type pour la différenciation des artisanats et des artisanats d'art. Au sein d'un monde de l'artisanat dont l'esthétique fait primer l'utilité et l'habileté manuelle, et dont la production se conforme aux desiderata de clients ou d'employeurs qui évoluent dans des mondes différents, un nouveau segment se constitue peu à peu. Becker et Strauss. Les membres de ce nouveau segment infléchissent l'ancienne esthétique dans le sens du beau et mettent sur pied des structures supplémentaires qui leur donnent une plus grande liberté vis-à-vis des employeurs. Une sorte de monde de l'art s'organise autour de leurs activités, un monde des arts mineurs. Ce monde possède presque tous les attributs des arts majeurs. Il a ses expositions, ses récompenses, ses ventes à des collectionneurs, ses fonctions d'enseignement. Tous les mondes de l'artisanat ne donnent pas naissance à de tels segments artistiques, par exemple le monde de la plomberie. Mais quand ceux-ci voient le jour, ils coexistent paisiblement avec les segments plus strictement utilitaires. Le processus est différent. Quand des membres d'un monde déjà reconnu comme artistique, des personnes qui ont adopté des activités et une idéologie caractéristique des mondes de l'art contemporain envahissent, comme on dit d'une armée, un monde de l'artisanat et plus particulièrement son segment artistique. Tout commence lorsque les praticiens des beaux-arts cherchent de nouveaux moyens pour élargir le champ de leur démarche expressive. Ils découvrent alors un artisanat dont les matériaux et les techniques leur semblent offrir des possibilités artistiques. Ils y voient un moyen de faire quelque chose qui intéressera le monde de l'art, auquel ils sont liés. Ils sont indifférents aux critères d'utilité effective. La plupart du temps, leur notion de la beauté est très différente de celle de l'artisanat qu'ils envahissent. Beaucoup plus avancée aussi, et ils ne s'intéressent pas aux mêmes techniques et savoir-faire. Cette nouvelle race d'artistes de l'artisanat élabore des critères nouveaux et résolument anti-utilitaires. Les seules formes d'utilité qui les intéressent sont celles que définit leur monde de l'art. C'est par exemple l'utilité d'une œuvre en tant qu'objet de contemplation esthétique, de collection et d'exposition, ou comme placement financier, mais certainement pas l'utilité pratique correspondant aux finalités et aux principes d'organisation d'autres mondes. Les artistes qui envahissent un artisanat veulent s'assurer que les objets qu'ils créent n'auront pas la destination habituelle. Ainsi, Robert Arneson, l'un des chefs de file du mouvement qui a lutté pour élever la poterie au rang des beaux-arts, Zach, a fabriqué une série d'assiettes techniquement irréprochables, mais parfaitement inutilisables, parce que des briques en occupaient le centre, s'y enfonçant progressivement.
Dans le même ordre d'idées, il y a le cas de ce groupe d'artistes qui prit le contrôle du département de céramique d'une école d'art. Le nouveau directeur décréta qu'à l'avenir, on ne ferait plus de céramique à grand feu dans ce département. Cela voulait dire qu'on n'y fabriquerait plus aucune poterie utile, puisque seule la céramique à grand feu est étanche et se prête donc à des usages domestiques, pour des objets tels que tasses, cruches, assiettes et autres. Le département de céramique se consacrerait donc désormais à une variante de la sculpture contemporaine. Au cas où les intéressés auraient mal compris, le directeur précisait « Nous n'allons pas fabriquer de la vaisselle ». À partir du moment où l'utilité est un critère d'évaluer, il en va de même pour l'habileté technique. Ce qu'un artisan d'art d'une génération antérieure a mis toute une vie pour apprendre devient tout à coup dérisoire. D'autres font son travail avec la plus grande désinvolture et sont jugés supérieurs pour cette raison même. Au lieu d'adopter les critères de l'artisanat conventionnel, qui se présentent bien entendu sous une forme assez différente, les artistes qui investissent un domaine de l'artisanat proposent et mettent en pratique des critères caractéristiques des mondes du grand art. Dans la version artistique de telle ou telle discipline, c'est par exemple le caractère unique de l'œuvre qui en fait la valeur. Les artistes et leur public estiment qu'un artiste ne saurait produire deux objets identiques. Cette idée n'effleure même pas les bons artisans. Au contraire, un artisan d'art démontre sa maîtrise en parvenant à reproduire exactement un modèle donné. Quelqu'un qui a payé 2000 francs un vase magnifiquement tourné n'a pas l'impression de s'être fait voler s'il découvre l'existence d'un vase plus ou moins identique. L'objet qu'il a acheté témoigne d'une virtuosité technique qui justifie son prix. En revanche, il serait vraiment dépité s'il avait acheté le dit vase en croyant acquérir une œuvre d'art unique. Les artistes qui travaillent dans ces divers secteurs vendent la conception et l'exécution d'une œuvre, en prenant soin de mettre en évidence ce qui la différencie de toutes les autres. Les gens veulent bien acheter des copies réalisées par des artisans, mais ils attendent autre chose d'un artiste. Les nouveaux critères élaborés par les artistes garantissent que l'œuvre n'aura qu'une destination strictement artistique, celle d'être admirée, appréciée, goûtée. Il s'élève contre la virtuosité technique des artisans de la vieille école. Ils découvrent et établissent un lien direct avec les œuvres produites dans d'autres domaines de l'art, notamment dans les domaines traditionnels de la peinture et la sculpture. Ils affirment leur autonomie par rapport aux attentes d'autrui et refusent catégoriquement de se soumettre à des impératifs utilitaires. En règle générale, leur travail exige une très grande habileté, mais cette habileté n'est pas de même ordre que celle que pourrait priser un artisan ordinaire ou un artisan d'art. Et bien souvent, elle n'apparaît pas au premier regard. Marilyn Levin est réputée pour ses sculptures en céramique, qui imitent si bien les chaussures, les bottes et autres articles en cuir qu'il faut les tapoter pour se convaincre qu'elles sont bien en terre cuite. Elle manifeste par là une habileté considérable, certes, mais pas celle qu'apprécient la plupart des céramistes. Le refus de la virtuosité artisanale conventionnelle devient une qualité, et des artistes peuvent créer délibérément des objets informes, ce qui exige parfois une grande virtuosité, mais toutes différentes de celles de l'artisan, soit par provocation, soit pour manifester leur liberté à l'égard des contraintes traditionnelles de l'artisanat concerné.